Aujourd'hui, je reçois Dr. Anne-Isabelle Dionne. Elle est médecin de famille de formation à la base, mais maintenant experte en hormonothérapie et en médecine fonctionnelle. C'est un épisode très pertinent. Là, si tu te dis « Ah ben moi, je suis pas ménopausée, ça me regarde pas », c'est vraiment faux. En fait, on va démystifier un petit peu les mythes, les croyances par rapport à l'hormonothérapie. Je demande, est-ce que ça donne le cancer de prendre des hormones? À quoi ça sert? Mais surtout, est-ce que ça peut avoir un impact sur ma santé mentale? Dr. Dionne nous informe comment ça fonctionne, les hormones dans notre corps. C'est quoi l'étendue de leur impact sur notre santé, tant chez les femmes que chez les hommes? Puis, évidemment, on découvre avec elle les liens intrinsèques très, très liés entre l'anxiété, la dépression, même les troubles psychiatriques et la santé de nos hormones, la santé de notre système fonctionnel dans tout notre corps. C'est un épisode important parce que je pense qu'on est à un carrefour sur le plan de la médecine, sur le plan de la santé au Québec. Et certains médecins, dont le docteur Dionne, ont choisi d'adopter une médecine qui est plus consciente, qui est plus dans la co-création avec le patient. On se pose des vraies questions. On regarde à la base également. C'est quoi la source de la maladie chronique? On n'est plus dans une optique de mettre un plaster sur le bobo, mais plutôt d'aller guérir, d'aller soigner vraiment, ce qui est le rôle du médecin à la base. C'est une femme qui fait preuve d'énormément d'empathie, d'énormément d'intelligence et de courage. Elle a le courage de prendre le temps avec ses patients, de vouloir vraiment soigner et être à la quête du bien-être. C'est à la fois complexe, mais tellement simple, tellement naturel. Je vous souhaite vraiment d'apprendre de cet épisode-là, puis de porter attention. Peut-être que ça peut changer votre vie. Bon épisode. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Bonjour! Bonjour! Bienvenue! Merci beaucoup. Tellement contente que tu sois là. Ça me fait tellement plaisir. Merci de l'invitation d'ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Dr. Anne-Isabelle Dionne, oui. Tu es médecin de famille de formation. Oui, exactement. Mais maintenant, tu es rendue experte en hormonothérapie et en médecine fonctionnelle. Oui, tout à fait. En fait, en médecine fonctionnelle, dont l'hormonothérapie fait partie, je devrais dire, hein, parce qu'il y a plusieurs volets à la médecine fonctionnelle, mais l'hormonothérapie en est un. Des plusieurs qui existent. Nuance importante. Ouais. Donc, ta clientèle, c'est tout le monde, finalement. Absolument. Mais aussi des femmes. Puis c'est peut-être un petit peu plus l'orientation qu'on va prendre aujourd'hui. Absolument. J'ai d'ailleurs une majorité de femmes dans ma pratique. Ah oui, hein? Oui. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes qui se dirigent vers la médecine fonctionnelle? Évidemment, lorsqu'on parle d'hormonothérapie, la femme vit beaucoup plus de fluctuations hormonales dans le cadre de sa vie, notamment dans la puberté, la grossesse, le postpartum, la périménopause, la ménopause. Donc, évidemment, comme on reconnaît le lien très clair entre les fluctuations hormonales et des manifestations, des fois de détresse ou de mal-être, c'est plus facile pour les femmes de répertorier qu'elles ne se sentent pas comme elles-mêmes. Oui, on le sent dans notre corps. Exactement. Là, puis on est habitué d'avoir ces sensations-là qui varient finalement. Tout à fait, mais quand ça devient de pire en pire parce qu'on perd cet équilibre-là qui est précaire, bien là, c'est plus facile de se dire « Ouf, mon corps ne fonctionne pas comme d'habitude, je pense que j'ai besoin d'avoir de l'aide pour comprendre ce qui se passe. » Est-ce qu'on pourrait dire que la femme, sur le volet intuitif, il y a une certaine conscience qui est plus grande qu'on perçoit chez notre clientèle féminine en regard de la santé, du bien-être intérieur ou ressenti. Souvent, j'ai les conjointes de mes patients hommes qui les amènent pour eux, puis les patients hommes, souvent, ben là, moi, j'ai l'impression que ça va bien, mais c'est ma blonde qui dit que je suis pas comme d'habitude. Donc, tu sais, on voit que peut-être que la femme, dans son propre ressenti, a plus de facilité à nommer son mal-être ou de le ressentir, de mieux l'extérioriser de cette façon-là. Donc, ça fait en sorte que la clientèle féminine est plus susceptible de consulter en médecine fonctionnelle. Puis toi, tu t'intéresses à l'impact des hormones sur la santé mentale, l'énergie, la libido, les troubles inflammatoires, le bien-être global. C'est quand même assez large. Absolument, parce qu'on sait que les hormones sont des molécules médiatrices d'un ensemble de processus physiologiques dans le corps. Donc, ça intervient dans tout.
hein, dans tous les systèmes et la majorité des émotions ressenties ou des sentiments qu'on incarne au quotidien. Alors, évidemment, ça fait partie de la prise en charge par rapport à tous les types de maladies chroniques ou sentiments ou émotions complexes qu'on peut ressentir ou symptômes complexes qu'on peut ressentir qui touchent l'ensemble des systèmes, là. Tout à fait, autant pour la femme que chez l'homme. Oui, oui, c'est ça. Puis, OK, maintenant, j'aimerais ça commencer par une question de base. C'est quoi une hormone? Puis, pourquoi est-ce que ça joue un rôle central dans notre bien-être? Les hormones, on va l'imager comme étant un chef d'orchestre physiologique. Alors, notre corps, on va considérer nos organes comme étant un instrument différent dans notre corps. Et les hormones sont le chef d'orchestre qui essaie de diriger l'ensemble de ces organes-là qui doivent travailler en harmonie pour faire cette symphonie-là qui est la santé. Et quand on s'aperçoit que, bon, le chef d'orchestre commence à perdre le rythme ou n'est plus présent du tout, bien, on remarque une perte de cohérence entre le fonctionnement de ces différents organes-là qui ne travailleront plus en harmonie directement. Donc, c'est très important comme chef d'orchestre, hein, de garder sa prestance, sa présence, sa capacité à bien gérer ces réactions physiologiques-là qui unissent le fonctionnement de nos différents organes. Alors, les hormones sont cruciales. On ne peut pas vivre sans hormones, hein. Ça fait partie de la physiologie d'un corps humain fondamentale à être capable de bien étudier, puis aussi à bien restaurer dans l'homéostasie. Donc, je prends par exemple une table sur laquelle on mange. Hein. Tout le monde, un jour dans sa vie, est déjà allé au restaurant avec une table qui balance un petit peu. Puis là, ben, on prend un bout de papier, on le coupe, on le plie, puis on le met sous la patte pour stabiliser cette table-là. Hein. Donc, notre corps, c'est un peu comme la table. Et quand on manque de certains types d'hormones, on commence à balancer un petit peu. La table, elle fonctionne quand même. On peut quand même écrire dessus, manger dessus, mais c'est désagréable, ça va moins bien. Et le fait de pallier en donnant de l'hormonothérapie substitutive, ou du moins en changeant des comportements qui vont changer la résultante et donc les quantités d'hormones qui vont circuler dans notre corps, c'est comme l'équivalent de couper ce petit papier-là ou de le plier et de le mettre en dessous d'une table, juste pour imager convenablement ce que ça a comme impact dans le corps. Puis donc, c'est pas juste les femmes qui ont des hormones. Absolument pas. Les hommes, les enfants. Absolument. Puis, c'est quoi les périodes clés dans la vie hormonale d'une femme? Comme j'ai nommé tantôt, là, c'est dans tous les grands changements, par exemple comme la puberté qui arrive, la grossesse, le postpartum, la périménopause et la ménopause. C'est vraiment à ces moments-là où là, il y a soit un début de fonctionnement de l'axe sexuel essentiellement, donc la sécrétion d'hormones sexuelles qui vont venir supporter les phénomènes menant à la fertilité notamment et donc la grossesse et les grandes fluctuations qui vont suivre la grossesse et la périménopause et la ménopause là où les ovaires vont perdre leur capacité de fabriquer suffisamment bien d'hormones comme on le faisait en âge de procréer. Donc ça, ce sont les plus grandes périodes de fluctuation. Évidemment, bien, il y a d'autres hormones que les hormones sexuelles. Évidemment, c'est ce qui revient le plus quand on parle de la santé de la femme, l'estrogène, la progestérone, la testostérone, mais il y a aussi les hormones thyroïdiennes, les hormones surrénaliennes et plein d'autres hormones peut-être qui occupent un petit peu moins de place dans la priorité thérapeutique là, avec laquelle on s'engage avec nos patients. Mais les autres hormones comme la thyroïde et les surrénales, eux, ils ont un cycle un petit peu plus stable au courant de la vie. Oui, elles peuvent être impactées par les habitudes de vie de toute nature, hein, le stress, le sommeil, l'alimentation, la nature des relations sexuelles, mais elles ne vont pas subir une aussi grande fluctuation que ce qu'on voit dans les hormones sexuelles lors des périodes charnières que j'ai mentionnées, là, pour la femme notamment. Oui. Puis, est-ce que les hommes aussi ont des périodes clés? Beaucoup moins. En fait, les hommes sont dans un état beaucoup plus stable que la femme en termes de fabrication d'hormones. Donc, évidemment, il y a la puberté, là, où il y a une fabrication beaucoup plus importante d'hormones qui va rester relativement stable jusqu'à la fin de la vie. Ça monte, mais ça fait un palier après. Exactement, mais ça va commencer à descendre très tranquillement à partir de la quarantaine, et ça jusqu'à la fin de la vie, donc quelques pourcents par année de façon physiologique. Et il y a une certaine portion des hommes qui vont ressentir ce déclin très lent et progressif-là de façon plus manifeste que les autres. Et ce déclin-là peut aussi survenir de façon beaucoup plus abrupte
pour certains hommes que pour d'autres, pour différentes raisons, parfois même reliées à des comportements, l'environnement, l'exposition à des polluants, par exemple, la médication, etc. Mais ce sont des variations qu'on va essayer de répertorier, diagnostiquer et soutenir avec une hormonothérapie substitutive, ce qui peut vraiment grandement aider la santé Ça peut se faire chez de les nos hommes patients. aussi, l'hormonothérapie. Bien sûr, absolument, absolument. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que nous, on le ressent quand même fortement, là, les femmes. Tu sais, moi, je le sais quand je suis dans mon SPM ou, tu sais, après une grossesse, quoi que ce soit. À un moment donné, on est dans un état où est-ce que, j'ai retrouvé ma vraie moi. Tu sais, tu le sais quand tu es comme, ça, c'est mon vrai cerveau, ça, c'est mon vrai corps, tu sais. Exactement. On le ressent, mais est-ce que les hommes, t'en as des clients ou des patients qui ressentent ces changements-là puis qui sont capables de dire, c'est mes hormones? C'est très différent pour l'homme. Parce que chez la femme, oui, là, j'ai parlé des moments charnières dans la vie, mais on a des moments charnières dans le mois. Hein? Donc, on a une phase folliculaire, on a une période d'ovulation, une phase lutéale. Donc, tu sais, ce sont toutes des phases physiologiques de la fertilité de la femme où on a des fluctuations hormonales dans le but de préparer la fertilité. Donc, la phase folliculaire le sert à préparer l'endomètre tranquillement pour permettre à l'ovulation, qui va permettre à un ovule d'être fécondé, de venir s'implanter dans cet endomètre-là qui ensuite va être nourri par la progestérone qui va continuer par la suite. Donc, quand l'œuf n'est pas fécondé, il y a un petit peu de sécrétion de progestérone, puis ensuite, quand ça chute, c'est là qu'on tombe menstrué. Donc, toutes ces belles fluctuations hormonales-là qui permettent la fertilité, bien, on la ressent au quotidien. Hein? Quand on ovule, quand on tombe menstrué, on peut savoir, oh, bon, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour moi, puis je sais que ça va durer 2-3 jours, puis je vais me retrouver dans quelques jours, je le sais, je le sens, c'est comme ça tous les mois. On peut avoir un regard critique. En ce qui concerne les hommes, il n'y a pas malheureusement on dit malheureusement, peut-être heureusement, c'est ça. cette grande fluctuation-là qui se passe dans un contexte plutôt mensuel. Donc, c'est vraiment stable, la fabrication des hormones chez l'homme. Puis, est-ce que notre mode de vie, comme notre alimentation, notre sommeil, peut influencer notre santé hormonale? Absolument, absolument. Puis, on parle de tous les types d'habitudes de vie. Hein. Tu as nommé le sommeil. Donc, le manque de sommeil, c'est crucial. Hein. Manquer de sommeil, là, c'est comme, tu sais, c'est un signe vital ou presque, dormir. Hein. Donc, c'est comme respirer, c'est comme manger, boire de l'eau. On ne peut pas vivre si on manque de sommeil. Alors, manquer de sommeil, ça propulse le corps dans un état très inflammatoire et ça vient créer des perturbations au niveau de l'axe en anglais, axe HPA, on dit, là, mais l'axe, je vais l'appeler du cortisol, finalement, parce qu'il y a un nom un plus complexe en nommant les différentes glandes qui sont impliquées dans cet axe-là. Donc, l'axe du cortisol va être un petit peu perturbé, ce qui, de façon rebond, peut perturber aussi l'axe thyroïdien et de façon rebond, perturber l'axe sexuel aussi. Donc, toutes les hormones, entre elles, ont un équilibre très précaire. Et s'il y a un axe hormonal qui peut être perturbé, bien, il va y avoir des effets ou des conséquences indésirables dans toutes les comme axes un effet domino, hormonaux. là. Exactement, exactement. Donc, manque de sommeil, l'alimentation riche en aliments transformés, riche en glucides, notamment du grignotage tout le long de la journée, par exemple, va augmenter la glycémie et les taux d'insuline, qui est l'hormone qui permet de faire entrer le sucre dans les cellules pour fabriquer de l'énergie. Et l'insuline, quand elle est trop élevée, trop longtemps, tout le temps, tous les jours, va stimuler la production de testostérone par les ovaires, va augmenter la production d'estrogène en périphérie aussi, ce qui va créer un débalancement entre l'estrogène et la progestérone, et même des effets de trop de testostérone, des fois des poils noirs qui nous poussent, un peu plus d'acné, tendance à l'agressivité quand ça devient un peu supra-physiologique. Donc, il y a des impacts au niveau de l'alimentation notamment. Et à l'inverse, le fait d'avoir une alimentation super diversifiée, riche en fibres, en polyphénols, en nutriments, va nourrir un microbiote intestinal qui est plus sain, mieux balancé et qui va intervenir dans le métabolisme des hormones. Hein. Donc, quand on en fabrique des hormones, notre foie est impliqué dans la biotransformation de ces hormones-là, dans le but de les expulser du corps et de permettre un cycle continuel qui permet d'être en santé. Et donc, les hormones qui vont être excrétées dans le microbiote, si notre microbiote est en santé, il va participer à l'excrétion des hormones plutôt que de participer à sa réabsorption et créer un cycle continu de suraccumulation, de surabsorption d'hormones qui peuvent être présentes dans notre corps et donc créer des dysfonctionnements hormonaux ressentis aussi. Alors, on pourrait parler de ça, même l'environnement, hein, les perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les plastiques, hein, faire chauffer son lunch dans un
pot de plastique. Il y a encore beaucoup de monde qui font ça. Le plastique, les microplastiques et les substances qui sont incorporées dans les plastiques, comme certains phtalates, par exemple, vont être dissipés dans la nourriture qui est chauffée. On va ingérer ça. Et ces substances-là peuvent aller stimuler des récepteurs de façon erronée, alors qu'il n'y a pas d'hormone qui est présente, et vice-versa. Donc, peut affecter le métabolisme des hormones et nous faire ressentir des symptômes qui ont l'air d'être des fluctuations hormonales, alors que pourtant, tout est beau dans le sang, mais c'est vraiment des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'environnement qui vont avoir cet effet-là. Même chose pour l'activité physique, la sédentarité qui augmente le taux d'insuline, qui augmente le taux de cortisol, alors que l'activité physique va faire le contraire. Donc, tout ça va avoir un impact vraiment négatif, finalement, sur l'équilibre ressenti sur le plan hormonal. On n'a pas besoin de ChatGPT, on a Dr. Dionne. Mais moi, j'ai stické sur le mot que tu as dit au début, oui, qui est inflammation. Ouais. On entend beaucoup parler de ça. Anti-inflammatoire, ça, c'est anti-inflammatoire. C'est quoi l'inflammation dans le corps? Là, tu me poses une question de médecine fonctionnelle qui va toucher à bien d'autres choses que des hormones aussi. Donc, l'inflammation, c'est un processus normal. On a besoin d'inflammation pour survivre. Parce qu'imagine-toi que si tu te cognes et que tu te fais une plaie, par exemple, en te cognant l'orteil sur le bord de la porte, ça nous est tous déjà arrivé. Notre orteil est rouge, fait mal, elle devient enflée. Et parce qu'on a brisé des tissus en se frappant l'orteil sur le bord de la porte. Donc, notre corps va détecter le bris de ces cellules-là et va envoyer des médiateurs inflammatoires et des cellules qui sont impliquées dans la régénération et la guérison de ces tissus-là qui ont été brisés, essentiellement dans le but de reconstituer ces petites cellules-là de façon optimale. Et donc, ça, c'est un processus inflammatoire. Sans ce processus inflammatoire-là, on n'aurait pas la guérison. Donc, à toutes les fois qu'on se blesserait, on deviendrait brisé, de plus en plus brisé, de plus en plus brisé. Donc, puis c'est sain, là, ce c'est processus. sain. Ce qui devient malsain, c'est de voir ce processus inflammatoire-là qui se chronicise. Par exemple, si je reprends ton orteil, puis qu'on s'amusait à tous les jours à la frapper sur le bord de la porte, à tous les jours, et qu'il n'y aurait jamais le temps requis pour ton système immunitaire et les réactions inflammatoires pour guérir les cellules qui ont été lésées, bien, toutes ces cellules-là, puis ton orteil deviendraient de plus en plus lésées, rouges, peut-être même avec une plaie qui surinfecterait, même une déformation au fil du temps. Tu n'aurais plus usage de ton orteil. Peut-être qu'éventuellement, on la perdrait parce qu'elle ne serait plus capable de se régénérer essentiellement. Donc, cet exemple-là, on peut l'attribuer à nos processus physiologiques dans notre corps en lien avec tous les organes essentiellement. Donc, imaginons que dans notre alimentation, on mange 3 fois par jour, parfois plus, quand on prend des petites collations, mais qu'on fait le choix de manger un aliment transformé qu'on va ouvrir d'un sac ou d'une boîte qui a une étiquette nutritionnelle. Donc, cet aliment-là, il contient des colorants, des émulsifiants, toutes sortes d'ajouts alimentaires pour garder l'aliment. Ça a l'air d'être un beau petit gâteau qui peut durer 2 ou 3 ans sur la tablette, puis on peut le manger après 2-3 ans, puis il va avoir encore l'air d'un gâteau. Donc, on peut comprendre que ce qu'on expose dans notre corps, ce n'est pas des substances qu'on peut retrouver dans la nature de façon normale. Donc, quand on ingère ça et que ces molécules-là sont absorbées par notre corps, notre système immunitaire considère ces molécules-là comme étant des offenseurs, des protéines qui n'appartiennent pas au corps humain puis qui ne devraient pas être dans le corps. Donc, ce que notre système immunitaire fait, c'est qu'il reconnaît ça et là, il envoie un signal d'alerte aux autres cellules du système immunitaire pour dire « Oh, il y a un offenseur qui n'a pas d'affaire là. On va aller l'attaquer, l'éradiquer pour permettre au corps de garder son intégrité. » Donc, il y a une sécrétion de molécules inflammatoires, donc dans le même principe que ce qu'on irait faire pour la petite orteil qui s'est blessée sur le bord de la porte. Et ces médiateurs-là viseraient à éliminer ces molécules qui n'ont pas d'affaire là dans notre corps. Mais si on fait ça 3 fois par jour, et plus les collations, et que là-dessus, on rajoute un peu d'alcool de temps en temps, qu'on rajoute des nuits de sommeil non optimales, ce qui déclenche l'inflammation. Être assis toute la journée. Assis toute la journée, stressé, qu'on s'expose à des polluants, qu'on respire de l'air pollué avec des microparticules, qu'on se met de la crème avec plein de perturbateurs endocriniens, qu'on mange notre lunch dans du plastique et qu'on est parsemé d'offenseurs qui ne devraient pas appartenir à l'écosystème normal du corps, eh bien, on envoie le signal à notre système immunitaire qu'il y a quelque chose qui est
pas normal et duquel il doit se défendre. Alors, ce qui est généré comme signal, c'est vraiment de l'inflammation et qui peut se chroniciser à tous les jours de notre vie. Qu'est-ce que ça fait l'inflammation dans notre corps? Donc, tous ces médiateurs-là inflammatoires qui circulent continuellement peuvent aussi rendre la petite membrane qui sépare le cerveau du reste du corps perméable. Ouais. Ce qui fait que ces molécules inflammatoires-là vont aller jusqu'au cerveau, entre autres, et vont venir perturber la façon dont les cellules fonctionnent. Et là, je vais parler de ça principalement parce qu'on parle de santé mentale davantage, mais l'inflammation qu'il y a dans notre corps peut conduire à ce qu'on appelle la neuroinflammation. La neuroinflammation va perturber la physiologie normale des neurones qui, eux, se spécialisent, si on vulgarise bien, dans la fabrication des neurotransmetteurs, qui sont simplement les petites molécules de signalisation entre les différents neurones qui permettent de ressentir des émotions, des sentiments, réagir, donc des fonctions exécutives, savoir comment faire les choses à tous les jours de notre vie. Donc, imaginons si notre cerveau vit dans un milieu où il y a beaucoup d'inflammation et qui n'est pas capable de fabriquer les bons neurotransmetteurs, donc de ressentir du calme en période de stress ou de ressentir de la joie, en théorie, dans une période de bonheur, là, tu sais. Ouais. On se sent plus déprimé, on se sent beaucoup plus anxieux, incapable de se calmer, par exemple. Et l'inflammation impacte aussi la façon dont nos hormones vont être fabriquées. Donc, par exemple, la thyroïde. Donc, la thyroïde va fabriquer des hormones qui n'arriveront pas à être converties adéquatement dans leur forme active. Donc, la T4 en T3, la T3, on en a besoin pour faire fonctionner tous les organes de notre corps, même le métabolisme. On n'arrivera pas à faire cette conversion-là de façon efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes qui ressemblent au fait que la thyroïde ne va pas très bien, même si les prises de sang ont l'air quand même belles, donc, ultimement. Même chose pour les hormones sexuelles. Il peut y avoir un changement dans la biotransformation de nos hormones, un changement dans la façon dont les cellules du gras viscéral qui nous occupent va fabriquer de façon périphérique des hormones ou de l'estrogène en trop grande quantité, par exemple. Alors, il y a vraiment plein d'effets, autant sur le plan hormonal que psychiatrique, partout ailleurs, de l'état de l'inflammation chronique de bas grade, qu'on appelle précisément. Tu sais, tantôt, tu as fait, moi je suis très visuelle, puis tu as fait un geste, tu sais, comme d'ascension de l'inflammation jusqu'au cerveau, à la membrane. Exactement. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment méconnu des gens, le lien entre le corps et la tête. Le corps et la tête, tu sais, que ça corps. monte puis ça descend. Exactement. Puis souvent, en consultation, on va questionner dans l'anamnèse, qui est comme les petites questions qu'on fait au début quand on rencontre quelqu'un sur leur mode de vie. Puis les gens ne comprennent pas tout le temps le lien où on se dit « Ah, c'est sûr que faire du sport, ça me relaxe. Ou tu sais, « Ah, c'est sûr que si je mange mieux, je me sens moins ballonnée ou je suis moins fatiguée. » Des choses comme ça. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que ça a vraiment des liens physiologiques, biologiques sur les hormones et après même sur notre façon de penser, de voir le monde, de se sentir, notre régulation émotionnelle. Il faut voir les troubles psychiatriques. Là, je vous amène vraiment à porter des lunettes de médecine fonctionnelle, mais tu sais, les troubles psychiatriques là, et le dictionnaire qu'on utilise pour les diagnostiquer, soit le DSM-5, là, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'humain. Hein? C'est simplement une façon pour l'humain de mieux reconnaître un ensemble de symptômes et d'y mettre une étiquette diagnostique. Mais en aucun cas, un diagnostic psychiatrique nous informe par rapport aux racines étiologiques profondes, hein, à la cause. Alors, en médecine fonctionnelle, on met nos lunettes où on change notre perception. Puis, la maladie psychiatrique de toute nature est pour nous un symptôme, tout simplement, de quelque chose qui ne va pas bien. La chose qui ne va pas bien, c'est quoi? Est-ce que c'est plusieurs choses en même temps? Fort probablement. C'est rarement une seule chose, mais c'est quoi? Est-ce que c'est les hormones qui ont commencé à décliner ou à avoir une interaction entre eux qui n'est pas optimale? Est-ce que c'est le microbiote intestinal qui commence à être un peu débalancé, qui envoie des signaux inflammatoires au corps ou qui envoie des signaux par le nerf vague qui monte jusqu'au cerveau pour dire « ma constitution n'est pas très bonne ces derniers temps parce que tu manges des aliments transformés, tu bois de l'alcool, tu prends des anti-inflammatoires, etc. Et donc, je me sens pas bien et je t'envoie un signal via le nerf vague pour dire ça va pas. » Et donc, on pourrait nommer toutes sortes de causes comme ça encore et encore. Des choses aussi banales que est-ce qu'on respire assez d'oxygène le jour et la nuit? Est-ce qu'il y a de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'on nourrit les cellules adéquatement par les vitamines et minéraux qu'on ingère? Mais quand on les ingère, est-ce qu'on les absorbe bien? Donc, on peut se poser des questions à l'infini pour savoir qu'est-ce qui peut impacter l'homéostasie du corps, puis
de façon un rebond. Finalement, la façon dont le cerveau fonctionne, Mais c'est essentiellement. très important ce que tu dis, je trouve, parce que souvent, quand on a un diagnostic en santé mentale, ça peut sonner un peu comme une finalité pour quelqu'un, surtout les troubles psychiatriques. Tu sais, les gens vont savoir que la dépression, ça stresse, l'anxiété, on peut apprendre. Puis on dit qu'on ne guérit pas de l'anxiété, on peut apprendre à la réguler, puis tout ça. Mais c'est important ce que tu dis parce que ça donne beaucoup d'espoir, Absolument. en fait. On a plus de contrôle qu'on pense. On a beaucoup plus de contrôle, puis on le voit dans les études cliniques qui ont été faites. Des gens qui ont des prédispositions génétiques à développer certaines psychopathologies, notamment de la dépression ou de la schizophrénie, par exemple. Ouais. Donc, il peut y avoir des gènes, mais on sait que ces gens-là, si on les met dans un environnement où on contrôle plein de facteurs de risque, soit l'alimentation, les relations interpersonnelles bienveillantes, le support, l'activité physique, le sommeil sain, etc., bien, on vient diminuer leur probabilité de moitié, voire plus, de développer cette psychopathologie-là. Alors, il n'y a pas de finalité dans notre, comme tu l'as dit, dans ces diagnostics-là et dans même nos prédispositions génétiques, même si nos parents ont développé des psychopathologies à un certain point, puis on se sent un peu résigné à l'idée de développer ça, bien, c'est pas le cas. En fait, on a grandement le pouvoir de décider si ces gènes-là vont s'exprimer ou pas. Donc, on appelle ça l'épigénétique, qui est un terme qui est fréquemment utilisé pour démontrer l'impact biochimique de l'environnement, des comportements sur la façon dont la génétique va s'exprimer, essentiellement. Ouais. Donc, à quel moment quelqu'un qui nous écoute puis se dit, ben là, tu sais, est-ce que... Parce que, tu sais, là, on n'est pas en train de remettre en question le diagnostic. Quelqu'un qui a un diagnostic d'un trouble dépressif, un trouble schizophrénique, comme tu dis, c'est une étiquette qu'on a posée pour comprendre une série de symptômes. On score, puis quand on a une certaine quantité de score, ben un psychiatre, un médecin va donner ce diagnostic-là. Mais à quel moment la personne pourrait se dire, ben ça pourrait être pertinent pour moi d'aller faire peut-être un bilan hormonal? À tout moment. Ouais. À tout moment, quand il y a une émotion qui touche au mal-être, en fait. Donc, ça peut affecter l'ensemble des fonctions cérébrales et même physiques ressenties. Donc, si quelqu'un a l'impression de vivre de façon non optimale par rapport à ce qui est habitué de vivre, c'est déjà un indice que le corps essaie d'envoyer pour dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Est-ce que la réponse va être dans les hormones? Peut-être que non, mais ça vaut évidemment l'essai. Ça vaut au moins le bilan sanguin quand ça s'inscrit comme pertinent à certains moments de la vie. Ça vaut le questionnaire ou ça vaut l'essai thérapeutique, du moins. Ça ne marche pas dans tous les coups, mais je peux vous dire que ça marche dans une grande quantité de patients qui finalement reviennent nous voir après quelques mois en disant « Oh my God, mais finalement, c'était ça mon problème. » Le cerveau, il est rempli de récepteurs à estrogène, progestérone, testostérone. Et en plus, c'est quand les femmes commencent à manquer d'hormones en périménopause, en ménopause, ces récepteurs-là, ils se décuplent à la surface des cellules cérébrales pour dire « Oh my God, là, je manque d'hormones, j'en veux plus. » Et donc, je vais ouvrir mes récepteurs pour aller attraper la petite molécule que je peux attraper dans la circulation pour avoir cette signalisation-là dont j'ai tellement besoin pour faire mon travail. Donc, imagine si le cerveau nous envoie ces signes-là, à quel point c'est fondamental d'avoir l'équilibre hormonal, notamment sur le plan sexuel, mais aussi la thyroïde, le cortisol, etc. C'est quoi les hormones bioidentiques? Tantôt, tu en as parlé Oui, c'est ça. C'est comme une petite controverse un peu qu'on entend dans les médias. Donc, les hormones bioidentiques, c'est simplement un terme qui qualifie les hormones qui ont été fabriquées pour ressembler en tout point à celles qu'on fabrique normalement dans notre corps. Donc, toutes les hormones qu'on prend, là, que ce soit bioidentiques ou pas, sont toutes fabriquées en laboratoire, sont toutes synthétiques d'une certaine façon. Par contre, la méthode de fabrication, la résultante moléculaire, donc quand on regarde l'effet de la molécule, bien, on sait qu'il y en a des non bioidentiques, donc ce sont des molécules qui ne ressemblent pas du tout à ce que nous, on produit dans notre corps, mais qui ont des effets un peu différents aussi, mais qui vont quand même aider certains symptômes. Puis il y en a qui sont parfaitement identiques et qui vont aller mimer l'équilibre hormonal qu'on voudrait avoir tout au long de notre vie. Est-ce que les hormones qu'on prend dans des pilules contraceptives sont bioidentiques? Non, pas du tout. Puis, est-ce que les hormones que quelqu'un va prendre dans le cadre d'un contexte de fertilité sont bioidentiques? Ça dépend lesquelles. Donc, dans le but d'initier l'ovulation,
ce ne sont pas des hormones bioidentiques. On veut déclencher l'ovulation, donc on veut faire des manipulations hormonales dans le but d'envoyer le signal à l'hypophyse, de déclencher là, la production hormonale. Comme en clinique de fertilité. Oui, donc tout, là. non. Par contre, il y a une certaine portion de la fertilité où on prépare l'endomètre, où on veut maintenir la grossesse au premier trimestre. Ça, c'est des hormones bioidentiques. Oui. Mais tout le parcours en soi n'est pas toujours parsemé d'hormones bioidentiques, mais c'est correct dans cette optique-là, hein, parce que sinon, on n'arriverait pas à déclencher l'ovulation avec l'hormonothérapie bioidentique dans tous les cas. Souvent, dans les grossesses, à partir de 35 ans, ils vont prescrire de la progestérone, surtout quand il y a des historiques de fausses couches. De fausses couches, tout à fait. Donc, cette progestérone-là qui va être utilisée est bioidentique, évidemment. Donc, elle va être prise souvent au premier trimestre pour assurer la survie, finalement, jusqu'à ce que le placenta puisse prendre le relais dans sa fabrication de progestérone pour mener à terme la grossesse. Tout à fait, ça peut arriver. Puis les femmes qui consultent dans le cadre de périménopause, ménopause et tout, en hormonothérapie, ça va être des hormones bioidentiques, en général. C'est un outil. Hein? Il y a toutes sortes d'hormones qui existent, incluant les non-bioidentiques, les bioidentiques. Mes outils à moi, en médecine fonctionnelle et en santé de la femme, c'est des hormones bioidentiques. Mais si une patiente réagit très mal à la prise d'hormones bioidentiques, puis pour des raisons quelconques, on n'arrive pas à bien la stabiliser, puis encore des fluctuations qui sont trop grandes, bien, il y a certains outils qui existent, étant des hormones non bioidentiques, qui ont un effet différent dans le corps, puis qui peut parfois aider certaines femmes qui ne sont pas des bonnes candidates à l'hormonothérapie bioidentique. Ceci dit, je prescris avant tout l'hormonothérapie bioidentique parce que le profil de sécurité est très grand. Le profil de tolérance est aussi très grand. On a beaucoup de succès avec l'hormonothérapie bioidentique, bien dosée, personnalisée aussi en fonction de l'état de nos patientes, de leur prise de sang, en fonction de ce qu'on veut regarder. Hein. Si l'absorption elle est bonne ou moins bonne, on peut ajuster aussi en fonction de ça chez certaines patientes. Est-ce que je me trompe de croire que ta façon de travailler à toi, elle n'inclut pas seulement de la prescription d'hormones, finalement? Parce que tu as aussi une approche de médecine fonctionnelle. Donc, quelqu'un qui vient consulter pour faire un bilan hormonal, tu vas faire un bilan hormonal, mais tu vas regarder le mode de vie aussi. Bien sûr. Il pourrait y avoir des modifications à faire dans le mode de vie. Il y en a toujours. Ouais. Donc, souvent, le mode de vie est à la source des dysfonctions qu'on voit au niveau des hormones et un peu partout ailleurs. Fait que ça demeure pour moi un fondement important. Évidemment, on n'est pas tous prêts à changer des choses dans notre mode de vie. Hein. Souvent, quand ça fait des années qu'on maintient les mêmes comportements, on a besoin d'un petit coup de pouce par moment, puis l'hormonothérapie est ce petit coup de pouce-là par moment. Donc, ça nous donne des fois l'énergie, la motivation, une meilleure stabilité psychologique dans le but d'entreprendre des changements qui, au fil du temps, à long terme, vont conduire à moins d'inflammation dans le corps, à un meilleur taux d'hormones spontanées dans le corps, etc. Ça dépend quelles hormones. Une femme ménopausée, elle n'aura pas soudainement une nouvelle fabrication d'estrogène et de progestérone, mais on parle de d'autres hormones dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui voudrait débuter un suivi en hormonothérapie, est-ce qu'il doit être prêt à prendre des hormones bioidentiques? Pas nécessairement. Hein? Donc, on l'a mentionné tantôt, quelqu'un, par exemple, qui est en périménopause et qui a des enjeux vraiment importants secondairement aux fluctuations de ses hormones à différents âges, hein, à partir de la trentaine, fin quarantaine, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'alimentation, avec le mode de vie, surtout quand on part de loin et qu'on voit que c'est dysfonctionnel au départ, hein, des troubles du sommeil importants, l'apnée du sommeil qui est non traitée, une santé métabolique qui est complètement mauvaise, là, donc une grande résistance à l'insuline, par exemple. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire sur le plan de l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, notamment pour aider à avoir une meilleure stabilité hormonale, dans le but que cette personne-là puisse avoir besoin d'hormones, mais peut-être plus tardivement dans son processus de périménopause, puis à la ménopause, peut-être, là, si elle en fait la demande ou qu'il y a certains symptômes qui sont encore présents. Malgré tous ces changements-là au niveau des saines habitudes de vie. Donc, tout dépend des intérêts, valeurs, cultures, préférences de nos patients. On est vraiment à l'écoute de ça. On travaille en médecine fonctionnelle, on veut co-créer un plan de traitement qui va dans les objectifs de l'individu. Il y a des lignes directrices qui existent, il y a des données scientifiques, c'est notre job de connaître tout ça. Mais
ça ne s'applique pas dans la majorité des cas, hein, parce que nos patients ne sont pas des numéros, nos patients ne sont pas des chiffres, des statistiques qui sortent d'études cliniques. Hein. C'est des humains à part entière qui ont leur vie, qui ont leur lot de facteurs de risque, qui prennent d'autres médicaments, d'autres suppléments, qui ne sont pas du tout le copier-coller de la personne qu'on a étudiée dans ces études cliniques-là. Donc, c'est important de considérer tout ça quand on prend une décision concertée pour le faire en toute c'est important d'être avisé aussi quand on se dirige vers l'hormonothérapie dans le contexte de la médecine fonctionnelle. Tu sais, pour avoir vécu des expériences de ce type de médecine-là, il faut être prêt à pas se positionner dans une posture un peu, la posture classique là, du médecin qui te dit quoi faire puis qui t'obéit. Finalement, on n'est pas du tout là-dedans. Non, la figure patriarcale, c'est vraiment pas là, ça, là. médicale. On se fait proposer des options, on se fait Mm-hmm. expliquer. C'est vraiment face à un expert qui nous éduque puis qu'on prend une décision commune. Éclairée, tu sais. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais comme, bon, ben laisse-moi réfléchir, puis je reviens avec ce qui fait du sens pour moi. Oui, tout à fait. Puis on invite les gens à s'éduquer, à aller lire par eux-mêmes, à voir les différentes solutions qui font davantage sens avec eux, puis on est disponible pour eux. Puis des fois, c'est le fun de collaborer avec des gens comme ça parce qu'on se fait nous-mêmes éduquer des fois par des gens qui ont lu un nouveau livre qui est sorti, qui ont regardé une vidéo éducative d'un expert sur un sujet qui nous ramène dans le but d'avoir notre opinion. Donc, c'est vraiment un beau partage d'informations et de compétences qu'on co-développe dans le but de trouver la meilleure astuce pour améliorer le bien-être. Hein? Ça reste notre objectif principal, le bien-être de nos patients. Hein? On veut la même affaire, donc il y a différentes façons d'y accéder. Puis c'est pas toujours des solutions pharmacocentriques, notamment en santé mentale. Hein? Il y a plein d'études qui nous démontrent à quel point juste la relation thérapeutique ou l'activité physique est aussi efficace que des antidépresseurs. Pourquoi on propose des antidépresseurs toujours en première intention alors qu'il y a du soutien différent qui peut être octroyé, qui a le même niveau d'efficacité, par exemple. Donc, même chose pour, en fait, toutes les maladies chroniques en soi. Oui. Est-ce que tu remarques qu'il y a des mythes ou des croyances, les gens qui arrivent dans ton bureau puis ont comme des idées reçues un peu de l'hormonothérapie? Ben oui, certainement. Tu sais, donc, on a parlé des termes. Hein. Il y a certains médecins qui mettent toutes les hormones dans le même bateau, qui ne comprennent pas nécessairement qu'il y a des différences biochimiques entre les hormones bioidentiques et non bioidentiques et que c'est un terme marketing utilisé. Mais on sait très bien que le profil de risque est complètement différent entre ces deux types d'hormones-là et de bénéfices aussi d'aspects préventifs, hein, qu'on a énormément avec l'hormonothérapie bioidentique à l'égard de plein de systèmes, donc prévention de la démence, prévention de la maladie coronarienne, prévention de l'ostéoporose, prévention des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'anxiété, etc. Lorsqu'on utilise ces hormones-là en périménopause, ménopause, très précocement. Donc, on voit là, de façon manifeste le succès qu'on peut avoir alors que des hormones non bioidentiques ne nous donnent pas ce son de cloche-là, essentiellement. Il y a des mythes comme les hormones causent le cancer du sein. Alors ça, c'est faux aussi. Hein? On sait que les études qui nous ont montré que l'hormonothérapie pouvait être dangereuse, c'était des hormones non bioidentiques et d'autant plus l'utilisation d'une progestine synthétique qui est une tentative de mimer la progestérone naturelle bioidentique, mais qui n'est pas bioidentique du tout. Et cette progestine-là, qui est d'ailleurs la même qui est dans les pilules contraceptives, a des liens négatifs avec le potentiel de causer un cancer du sein, d'engendrer des psychopathologies sur le plan psychiatrique aussi. Donc, c'est pas banal de s'exposer à cette substance-là. Bien que ça peut aider dans certaines situations, ça comporte des risques qu'on ne voit pas avec l'hormonothérapie bioidentique. Donc, ça, c'est un des mythes. Par exemple, j'ai peur d'être dépendant de mes hormones. Alors, comme je l'ai dit, hein, la table, là, on enlève le petit morceau de papier qu'on a plié, bien, continue à être fonctionnelle pour qu'on mange dessus. C'est juste qu'elle est fatigante un peu. Hein? Elle ne marche pas parfaitement. Ou la symphonie, on entend quelqu'un faire la mauvaise note. C'est moins le fun à écouter, mais on entend la mélodie quand même. Hein? Donc, ça fonctionne de façon un petit peu moins optimale. On fait juste en donner pour restaurer l'homéostasie. Et ça va. Il y en a d'autres qui nous disent « Ah, mais moi, je veux avoir des solutions naturelles, puis je ne comprends pas pourquoi on arrive dans un moment de l'humanité où là, il faut prendre des hormones. Ça n'a jamais été comme ça dans l'humanité. » C'est vrai. Ben, oui, ça, je l'entends souvent. Donc, c'est sûr que, tu sais, donner des hormones bioidentiques, il n'y a pas grand-chose de plus naturel que ça. Hein? Donc, on donne à la femme les hormones qu'elle a toujours produites en âge de procréer. Et en 2025, notre espérance de vie là, est 30-40 ans plus
plus grande que ce que c'était il y a 200 ans, 300 Mais oui, ans, on fait des enfants donc, alors qu'on était grand-mère. Exactement, à l'époque. Donc, l'espérance de vie de l'humain augmente. Donc, tu sais, passer maintenant 40 ans en ménopause, là, c'est plus 5 ans, là, c'est plus 2 ans, ou même on n'a pas le temps de tomber ménopausé, puis on décède Oui. d'une cause, là, tu sais, il y a plusieurs centaines d'années ou milliers d'années. Là, on a 40 ans à vivre sans hormones, mais comment nos organes vont bien évoluer là-dedans? On le voit très bien, hein, les femmes qui ne sont pas traitées avec des hormones très précocement pendant la ménopause ont un risque accru de faire des infarctus, de faire des démences, d'avoir des problématiques osseuses comme l'ostéoporose, d'avoir des troubles de l'humeur. Donc, on voit que l'ensemble de nos organes dépend d'une stabilité hormonale qui est bien dosée, physiologique. Puis on s'entend que ce pas des doses, là, on donne pas des doses comme quand on était en âge de procréer, hein, nos femmes ménopausées. Non, non, non. On en donne suffisamment pour que les organes qui sont en craving de ces hormones-là puissent être bien nourris et qui gardent leur fonction optimale, pour préserver la santé longtemps. J'ai l'impression que ça devrait être comme tout le monde qui fasse qui aille faire de l'hormonothérapie. Oui. Bien, écoute, je te dirais qu'il y a une minorité de gens qui vont tellement bien, puis qui ont tellement des bonnes habitudes de vie, qui se disent, ben coudonc, j'en ai-tu vraiment besoin? Ouais. Tu sais, on a toute l'histoire de mon grand-père de 98 ans, a fumé toute sa vie, puis là, il est encore en top shape, pas d'infarctus, pas de cancer. Ben oui, il y en a 1 sur 1 million, tu sais, comme ça. C'est lui. C'est lui. Mais il y en a sûrement une femme sur 1 million qui va tellement bien, puis qui est pimpante, puis qui est belle, puis qui n'a jamais pris d'hormonothérapie, puis qui mange bien, puis qui a un microbiote parfait, puis qui s'entraîne et qui garde une attitude positive, qui a des relations saines. Mais est-ce que c'est ça la vie chez la majorité des personnes? Peut-être que non. C'est peut-être qu'il y a des enjeux qui changent notre physiologie, qui changent notre réponse, qui perturbent un petit peu l'homéostasie. Puis c'est chez ces gens-là, des fois, qu'on a besoin de ce petit coup de pouce-là sur le plan d'hormonothérapie. J'ai l'impression qu'on a appris aussi les femmes à tolérer l'inconfort. Peut-être un peu trop. Un peu trop. Tu sais, je me rappelle, moi, j'avais fait de l'acupuncture à un moment donné, puis j'avais dit à mon acupunctrice, qui est encore mon acupunctrice, que, tu sais, j'avais dit un truc genre, bah, tu sais, c'est mes règles, c'est normal, tu sais, c'est tout le temps de même depuis que je suis petite. Elle était comme, ben, c'est pas obligé. C'est pas obligé d'être douloureux à ce point-là, tu sais. Puis j'étais comme, c'est vrai, on a des idées reçues, on apprend à tolérer, c'est les bouffées de chaleur. Ah, ben, t'as 50 ans. Après ça, t'es une mauvaise humeur, tu pognes les nerfs après ton mari. Ah, ben, c'est normal, t'es la ménopause. Plus de libido. Plus de libido. Normaliser le fait de plus avoir de relations sexuelles, puis c'est correct comme ça, alors que c'est quand même un acte qui unit 2 personnes dans l'amour et dans l'intimité, qui peut faire du bien, tu sais. Alors que ça peut se supporter avec une hormonothérapie appropriée, notamment la testostérone chez la femme, hein, qui est extrêmement bénéfique. Savais-tu qu'on a plus de testostérone dans notre corps qu'on a d'estrogène chez la femme? C'est vrai? Bien sûr. Simplement, on a moins de récepteurs que les hommes. Les hommes sont très à l'affût de la testostérone. C'est ce qui va leur permettre de viriliser, hein, d'avoir des caractères masculins qu'on voit, la barbe, la voix, la musculature. Mais les femmes, on a énormément de testostérone, puis on en a besoin. Hein. C'est une hormone qui favorise la motivation, le désir de faire les choses, la libido, évidemment, le désir de procréer. Ça peut évidemment entretenir une masse musculaire saine, plus ferme, plus compatible avec un bon métabolisme basal, notamment. Donc, on voit des femmes qui ont des taux de testostérone super bas, qui se traînent les 2 pattes, qui préfèrent laver leur toilette avec une brosse à dents plutôt que de penser faire l'amour. Écoute, c'est vraiment pas évident pour ces femmes-là et on voit qu'elles sont tellement améliorées avec la substitution en testostérone. Elles retrouvent cette joie de vivre-là. Ça impacte aussi la santé mentale, entre autres. Donc, ça, c'est un des éléments, ce que tu dis, tu sais, la libido, l'élan de vie, tu sais, que souvent, ça, moi, ça va être, en tant que thérapeute, mes petits signaux d'alarme que je vais dire, ça serait intéressant d'aller faire des bilans hormonaux, tu sais, parce que, tu sais, oui, là, les facteurs de vie, la qualité de la relation amoureuse, tout ça, on prend en compte, mais il y a des facteurs biologiques aussi. Absolument, il y a des facteurs biologiques. Puis je te dirais par expérience que c'est la majorité de nos patients. Tu sais, on peut vivre de l'adversité, on peut certainement avoir des événements dans notre vie qui déclenchent des émotions négatives, mais la façon dont on va réagir à tout ça ou le niveau de résilience qu'on va développer face à ces éléments-là qui nous arrivent, qui sont négatifs, émerge souvent de la biologie, hein? Donc notre microbiote, la stabilité hormonale, la quantité de nutriments et d'acides aminés qu'on ingère, qui sont à la source de la production des bons neurotransmetteurs. Hein? Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être supportées avec des actions qui sont purement biologiques et qui tiennent leurs racines encore dans les comportements puis l'environnement. Aussi simple que ça. Donc,
évidemment, la santé mentale, selon moi, devrait être prise en charge de façon très holistique, peut-être plus que ce qu'on le fait de façon conventionnelle actuellement dans le réseau de la Ouais. santé. Il y a un diagnostic, on donne une pilule. Ouais. Il y a de la psychothérapie qu'on encourage, Ouais. mais ça s'arrête là la Oui. plupart du temps. Il devrait y avoir plusieurs joueurs, Absolument, en fait. absolument. Est-ce que ça peut être aussi, tu sais, c'est comme, on dirait, là, dans ma tête, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que le stress chronique, par exemple, peut nuire à notre santé hormonale ou c'est nécessairement l'inverse? Bien, les deux n'aident pas, hein, parce que, Ouais. par exemple, une femme, je prends cet exemple-là, une femme qui commence à avoir un déclin dans ses niveaux de progestérone en périménopause. Donc, il y a des fois, l'ovulation ne se fait pas toujours, donc le corps jaune n'est plus présent pour fabriquer de la progestérone. La progestérone est une puissante neurohormone. Lorsqu'on en produit ou qu'on en prend, elle se transforme dans une molécule qu'on appelle l'allopregnénolone, qui va venir stimuler les récepteurs GABA, qui sont les mêmes récepteurs qu'on stimule quand on prend une petite coupe de vin pour relaxer. Ouais. Donc, évidemment, ça ne fait pas l'effet dans notre corps le même que l'alcool, mais ça participe au fait de ressentir un état de calme, diminuer l'anxiété, diminuer l'irritabilité, avoir une meilleure humeur, une meilleure capacité de bien dormir. Alors, tu t'imagineras que le fait d'avoir un peu moins de progestérone dans un contexte de périménopause et de ménopause va provoquer, disons, des symptômes de déclin au niveau cognitif et cérébral et émotionnel qui peut nous propulser dans un état de très mauvaise résilience et d'anxiété, et donc de stress chronique. À l'inverse, quelqu'un qui vit pour des raisons extérieures, la to-do list excessive, là, Oui. Grosse responsabilité endless. au travail. Ouais. Ouais. Et donc, les enfants, le trafic, la charge mentale, là, donc, qui vit dans un stress chronique, bien, le corps, lui, sa priorité dans la vie, c'est de survivre. Donc, il va fabriquer les hormones du stress pour survivre. Alors, les hormones du stress, le seul problème, c'est que leurs précurseurs, c'est les mêmes que les hormones sexuelles. Donc, si la priorité, donc sur le plan biochimique, dans la fabrication des hormones, alors si sur le plan biochimique, le besoin du corps est de fabriquer l'hormone de survie, il va prendre tous les précurseurs hormonaux pour fabriquer l'hormone de survie et il va diminuer la fabrication des hormones sexuelles. La procréation et l'équilibre hormonal n'est jamais une priorité quand on est en mode survie. Alors, il y a une relation bidirectionnelle entre tous ces axes hormonaux-là, incluant du cortisol sexuel, thyroïdien, insulinémique, et qui relève de la stabilité, de la glycémie, etc., aussi de la résistance à l'insuline. C'est tellement intéressant. Puis ça, c'est la même chose aussi pour un homme avec des niveaux d'hormones différents. Exactement. Peut-être moins de fluctuations dans ses niveaux d'estrogène et de progestérone. Évidemment, lui, c'est sa testostérone qui va se transformer en estrogène de façon bien stable. Il va avoir des bons niveaux de testostérone et c'est ce qui va lui permettre de maintenir ses caractères masculins. Puis à un certain moment, oui, ça va commencer à décliner. Donc, ça va dépendre de comment, quels symptômes vont émerger de ça. Puis s'il expérimente une détresse assez grande pour avoir besoin de pallier en donnant de l'hormonothérapie substitutive à cet effet-là. Donc, mettons, tout ce qui est, évidemment, là, enjeu en lien avec les hormones, périménopause, ménopause, SPM, tout ça, on peut faire de l'hormonothérapie. Est-ce que les autres troubles, les autres maladies, genre diabète, thyroïde, maladie de Crohn, tout ça, est-ce que ça pourrait être des candidats pour l'hormonothérapie? Oui, je vais te dire de façon plus indirecte. Donc là, tu m'as nommé plein de choses ensemble, mais la thyroïde, bien sûr. On voit que la thyroïde traîne la patte un petit peu puis qu'elle a besoin de soutien hormonal, certainement, il y a des critères thérapeutiques à rencontrer, mais certaines personnes vont grandement s'améliorer si on soutient suffisamment bien le taux d'hormones et qu'on s'assure aussi sur le plan médecine fonctionnelle, encore une fois, de s'assurer d'avoir l'état nutritionnel optimal, assez de minéraux, notamment le zinc, le sélénium, l'iode, permettant de faire la conversion de nos hormones T4 en T3, puis d'avoir l'effet escompté sur le plan systémique. Le diabète, bien, tout dépend du diabète de type 1. Est-ce que c'est auto-immune? Diabète de type 2, est-ce que ça relève de mauvaises habitudes de vie, d'alimentation trop riche en glucides? Il y a des choses à faire sur le plan comportemental bien avant. Par contre, on sait très bien, par exemple, les hommes qui souffrent de prédiabète, diabète, et qui ont des enjeux sur le plan hormonal, le fait de supplémenter leurs hormones, on va les aider à renverser le processus métabolique beaucoup plus facilement grâce à l'hormonothérapie, entre autres. Donc, les deux sens se relient. La maladie de Crohn, qui est une maladie auto-immune inflammatoire, bien,
indirectement, peut-être plus tardivement, parce que ça relève de d'autres processus, la maladie de Crandon. Ce n'est pas nécessairement plus les femmes en âge de procréer suite à leurs hormones qui vont développer une maladie de Crandon vraiment de façon directe avec leur fluctuation hormonale, mais le système immunitaire qui est dans un processus d'inflammation chronique sur le plan nutritionnel, sur le plan du microbiote, puis ultimement sur le plan hormonal, va être influencé favorablement dans le devenir de cette maladie-là, entre autres. On pourrait toutes les nommer, les maladies. Hein? Oui. Quand on les regarde et on les interprète avec nos lunettes de médecine fonctionnelle, ils tiennent toutes leurs racines dans les mêmes processus, mais à des degrés différents, Oui. de façon différente d'une personne à l'autre, sur un terrain de prédisposition génétique différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est très important de personnaliser aussi notre approche dans les circonstances. J'ai l'impression que, je me doute qu'évidemment, dans ton bureau, quand tu reçois un nouveau patient, c'est quelqu'un qui est en souffrance, là, qui vit quelque chose de difficile, mais je me dis que ça pourrait même être intéressant, même quand ça va bien, d'aller consulter, faire un bilan, voir, parce que c'est tellement personnalisé comme approche, tu sais. Tout à fait. Puis là-dessus, j'ai une petite nuance au sens où le bilan sanguin, là, il est moins pertinent dans ce contexte-ci parce qu'on veut traiter un humain. On ne veut pas traiter des chiffres sur un papier. C'est vrai. Le bilan, il vient simplement nous aider à confirmer une hypothèse diagnostique qu'on pourrait avoir quand on discute avec nos patients puis qu'on met en lumière cette souffrance-là. On veut la comprendre, on a des hypothèses, puis on va venir confirmer par des indices biochimiques qui vont dans cette direction-là. Donc, ce n'est pas toujours essentiel d'avoir un bilan pour traiter, mais parfois, ça nous aide à savoir dans quelle direction aller en première intention. Quelqu'un qui va super bien, moi, je mettrais mon focus sur les comportements et l'environnement. Oui. Je ferais simplement une revue de ça pour voir qu'est-ce qui pourrait être encore mieux, parce qu'on sait que ça va tellement bien, il est très peu probable qu'il y ait des enjeux hormonaux ici, mais on veut les prévenir bien longtemps à l'avance. Puis est-ce qu'on a identifié certains comportements dans la vie actuellement qui pourraient augmenter la susceptibilité à devenir dans un déséquilibre hormonal dans 5 ans? C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, je mettrais mon focus là-dessus chez quelqu'un qui va très bien, essentiellement. Il y a des choses qui peuvent se vérifier quand même sur le plan biochimique, certains, l'état nutritionnel notamment, certaines vitamines qu'on sait être reliées à l'état inflammatoire, à la façon dont une personne peut se sentir. Mais quand on fait une évaluation en médecine fonctionnelle, souvent, on regarde la peau, les lèvres, la langue, les ongles, les muqueuses, puis on a beaucoup d'informations à savoir si cette personne-là manque de protéines, manque de zinc, manque de vitamines du groupe B, etc. Donc, juste l'évaluation clinique, des fois, nous permet de savoir où mettre notre priorité. Mais tu sais, ça, c'est fou parce que c'est la base, je trouve, du rôle d'un médecin, tu sais. À un moment donné, j'avais changé de médecin de famille, puis c'était comme un rendez-vous de 30 minutes, ce qui était très long. Puis elle m'a pas regardé tout le long. Elle était là sur son ordi, puis après, elle me posait des questions, puis elle prenait des notes. J'étais comme, fait que vous allez pas comme m'ausculter, genre, tu sais, comme regarder ma langue, le fond de ma gorge. Il me semble, tu sais, quand j'étais petite, moi, j'avais un pédiatre qui avait genre 85 ans, puis qui prenait comme 1h30 à tâter mon ventre, à regarder toute ma peau, mon cou, puis tout, tu sais, c'est ça, il me semble que ça devrait être. Ça a changé beaucoup, hein, au fil du temps, puis moi, je l'explique aussi par la dominance de l'industrie pharmaceutique dans la profession. Maintenant, il y a tellement de nouveaux médicaments qui existent avec plein d'indications cliniques, puis on est devenus des experts dans le diagnostic dans le but d'associer ça à un traitement pharmaceutique. C'est rendu des algorithmes qu'on suit, tu sais, qui facilement pourraient s'appliquer autrement que par un humain là, qui voit un patient. Des fois, ça me fait de la peine pour ma profession. Je dis pas, je mets pas tous les médecins dans le même bateau, évidemment. J'ai des collègues que j'apprécie tellement qui travaillent encore en médecine conventionnelle et qui mettent tout leur cœur puis qui font exactement ce travail de connexion et de perception de ce qui va pas, qui va bien au-delà de trouver la pilule qui va correspondre au malaise qui est nommé par le patient. Là. Mais je pense qu'on est arrivé à une ère qui est pas nécessairement réjouissante pour l'évolution de l'humanité, je pense. Je pense qu'il va devoir y avoir des changements pour que, disons, l'individu en soi soit en mesure de reprendre son pouvoir sur sa santé. Puis ça passera pas par la prescription de pilules. Non. Je pense que cette conscientisation-là, le développement de l'intuition de chacun des individus envers sa propre santé, puis la meilleure connaissance de ce qui ne va pas dans les comportements et l'environnement, puis ce que ça a comme impact sur la physiologie va aller beaucoup plus vite que le développement de n'importe quelle pilule. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 courants là, qui vont se créer au fil des prochaines années, ceux qui ont cette conscience-là, puis qui veulent supporter l'homéostasie avec
les hormones, la nutrition, certains suppléments, tout ça. Oui, Puis avec la vie, là. d'autres qui vont continuer à aller chercher la médication, Ouais. sachant que c'est un plaster sur un abcès, la médication. Hein, pour des conditions chroniques, je dis bien, hein, conditions chroniques, c'est un plaster sur un abcès parce qu'on n'adresse jamais les causes de ça, pourquoi la maladie chronique est là. On l'appelle chronique parce qu'on n'a juste pas fait l'exercice de savoir ce qui l'a causé au départ, mais si on faisait cet exercice-là, elle ne serait plus chronique, Ouais. elle serait renversée. Les maladies aiguës, il y a encore une grande place pour la pharmacothérapie. Hein, avoir une pneumonie puis avoir besoin d'antibiotiques, Ouais. avoir besoin d'une chirurgie pour une appendicite, une césarienne d'urgence quand ça va mal en obstétrique, hein, il y a une place très grande, importante pour la médecine conventionnelle et la pharmacothérapie dans cette optique-là. Mais actuellement, 80% des consultations en première ligne, c'est des soucis de santé chronique. Là. On est vraiment... on n'est plus dans l'aigu, là. On est dans la chronicisation de tout. Alors, je pense qu'il y a des changements qui doivent arriver là, dans le système de la santé pour réussir à retrouver l'état de santé dans la collectivité. Je suis vraiment, vraiment d'accord. Docteur Dionne, si nos auditeurs, quelqu'un se dit... il se reconnaît dans ce qu'on vient de nommer, mettons. Par où est-ce qu'elle pourrait commencer? Qu'est-ce que tu aimerais que cette personne-là se souvienne de notre épisode? De se demander pourquoi je ressens ce malaise-là. Est-ce qu'il y a des éléments dans mes comportements ou dans l'environnement qui, intuitivement, sont peut-être pas optimaux pour préserver ma santé. Les gens sont pas niaiseux, hein? On le sait. Hein? Quand on boit de l'alcool, quand on prend des drogues, quand on mange des aliments transformés, il y a toujours un petit côté de nous qui dit « Ah, je devrais peut-être pas faire ça, c'est peut-être pas si bon que ça. » Bien, juste le fait d'avoir cette intuition-là qui nous fait penser à ces comportements-là, c'est un très bon point de départ pour savoir ce qui devrait être changé et modulé. Si cet individu-là, pour d'autres raisons, a envie de voir qu'est-ce qui se passe sur le plan hormonal, bien, je recommande à tout le monde d'en parler à leur médecin. Il y a des médecins qui sont très ouverts d'esprit puis qui sont prêts à accompagner leurs patients dans ce travail exploratoire-là qui est désiré à l'égard de la stabilité ou de l'état hormonal. Par contre, pas tous les médecins ne le sont. Donc, c'est à l'individu d'essayer de trouver des thérapeutes. Puis malheureusement, au Québec en ce moment, la médecine conventionnelle, c'est ce qui est offert dans le réseau public financé par la RAMQ essentiellement, donc gratuit pour l'individu. Ceux qui cherchent des approches différentes, qui par défaut sont beaucoup plus longues, hein, c'est 1 heure, 1 heure et demie d'évaluation pour des gens, donc ça ne se fait pas dans un contexte de réseau public. À ce moment-là, le réseau privé, il y a une gamme d'offres de services pour les gens qui veulent ça, et donc libre à eux de décider de consulter un praticien en clinique privée qui serait apte à regarder et accompagner l'individu dans l'exploration de son état de santé. Oui, c'est des longs rendez-vous, là, l'investissement. C'est des longs rendez-vous. L'investissement de sous, on s'en doute. Exactement. Mais de temps, on est vraiment dans quelque chose de comme une longue rencontre avec, par exemple, un médecin comme toi, tu sais, qui prendrait vraiment des bilans, il y a des rencontres de suivi, tout. Là. On n'est vraiment pas dans une démarche de un rendez-vous, une prescription. Bien, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de supplément magique, il n'y a pas il n'y a rien de... Il n'y a rien d'instantané dans la vie, il n'y a rien de magique. Alors, c'est vraiment une rencontre où est-ce que la conscientisation est au cœur des interactions, autant à l'égard de ce qui est mangé, fait au quotidien, les expositions environnementales, que le besoin de venir soutenir avec différentes thérapies, incluant les hormones. Donc, c'est des discussions de l'éducation, de la conscientisation, du ping-pong d'idées dans le but de créer ce plan-là qui va optimiser le bien-être. Là. C'est ça l'objectif qu'on a, on se rappelle, hein, le bien-être de nos patients, essentiellement. Bravo! Ça me touche tellement, ça me donne tellement espoir. On dirait que ce qui me vient en tête, c'est une médecine consciente. Tu sais, quelque chose qui... Absolument, on le voit que tellement bien dit. On le voit que tu es passionné, on le voit que tu aimes ce que tu fais, que tu te soucies de l'humain. Bravo de pratiquer ton métier. Je sais que c'est pas évident d'être médecin non plus ces jours-ci. Ah oui, hein, l'ambiance politique n'est pas toujours agréable. J'ai beaucoup d'empathie pour mes collègues qui vivent certains défis au quotidien. Moi, j'ai fait un choix différent il y a quelques années déjà, puis je me sens tellement privilégiée de pouvoir occuper le poste que j'ai et de pouvoir être là auprès de mes patients dans ce contexte-là. Puis pour rien au monde, j'échangerais mon rôle, ça c'est sûr. C'est clair. Merci énormément pour ta présence. Ça me fait vraiment plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale
mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!